Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la lumière de Monaco de janvier, Jean Ragnotti remporte le rallye de Monte-Carlo. Pendant que Ronald Reagan, lui, investit la Maison-Blanche pour la présidence des États-Unis d'Amérique. Nous apprenons une bonne nouvelle. Après 444 jours de détention, les 52 otages de Téhéran sont enfin libérés. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous apprenons la naissance de la petite Clara Morgan. Toute l'équipe de Retro Strange se joint à moi pour lui souhaiter énormément de bonheur dans sa vie et beaucoup de réussite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Retro Strange sur la chaîne Planète Strange. Et oui, un nouveau concept, un concept aux petits oignons pour les fans de nostalgie, les fans de Strange, de Titan, Nova, Speedé, Special Strange Origin. Qu'est-ce que j'oublie? Tout ce que les éditions Lug nous ont offert en termes de super-héros, parce que malheureusement, les fans de Zambla ou de Tex Wheeler, je vais pas pouvoir vous aider. Je lisais moins ces comics books-là. Ces bandes dessinées-là. Mais sachez que c'est avec plaisir que je vous accueille aussi, et qu'on parlera pas que des éditions Lug, même si on va beaucoup en parler, on parlera aussi d'autres éditeurs, à redire Artima, Sage Édition, et même des éditeurs plus récents pour les plus jeunes, qui sont déjà vieux, ils ne le savent pas encore. Donc, on va parler du Strange, pour commencer, du Strange numéro 133. Pourquoi ce Strange? J'en ai aucune idée, hein. J'ai été le chercher dans ma pile, et j'ai pris celui-là au premier, et puis je me suis dit, on va faire un Retro Strange sur celui-ci. Hein. De toute façon, tout ce que je vais choisir, ça sera au hasard. Hein. Que les choses soient claires, il n'y a pas de... Voilà, ça évite de se poser des questions et de se dire « Oh celui-là m'a marqué plus qu'un autre. » Alors celui-ci, oui, il m'a marqué, hein, je vais pas vous le cacher, mais c'est pas celui dont je suis le plus nostalgique, même si j'avoue que cette couverture de Jean Frissano est quand même très saillante. Donc, qu'est-ce qu'il y a donc dans ce contenu de Strange Sans numéro 133? Ah, il y a quoi donc? Paf! Une belle couverture intérieure, hein, que tous les fans connaissent, hein, je vais pas le cacher, hein, il y en a eu plusieurs pour Strange. Et le premier épisode de ce Strange est un épisode consacré, dédié à Daredevil. Alors donc, ça parle de quoi ce Daredevil? C'est quoi? C'est qui? C'est qu'est-ce? Eh ben, nous sommes dans le Daredevil 140, sorti en 1976, sous le titre Death Time Tour. Et tout un programme. Scénarisé par Bill Mantlo, dessiné par Sal Buscema, ancré par Klaus Johnson. Ça parle de quoi? Ça raconte quoi? Et bien, pour les gens qui ne connaissent pas Daredevil, c'est une bonne entrée en matière, parce que c'est un épisode qui ne demande pas de connaissances particulières en amont, j'ai envie de dire, si ce n'est que, bon, Daredevil est aveugle, hein, c'est pas une nouveauté, mais... et que Matt Murdock est avocat, mais même là, même à ce niveau-là, ça n'a pas vraiment une importance particulière. C'est un épisode qui se suffit, on peut le dire, à lui-même, puisqu'il n'y aura pas de répercussions ensuite, donc bon... il est très bien dessiné, d'ailleurs cet épisode, moi j'aime bien Sal Buscema, donc je suis assez content par l'épisode en lui-même. Ça raconte quoi? Ça raconte que deux vilains super stupides, complètement idiots, ont décidé de détourner un train pour rentrer dans une gare de New York, parce qu'ils en ont marre d'être en province. C'est comme ça, hein. Eux ils préfèrent Paris. Pardon, New York, excusez-moi, hein, les provinciaux. Donc ils sont rentrés dans la gare avec le train, ils ont foutu dehors tous les passagers. Des gens sympas. C'est qui ces deux vilains crétins? Eh ben, c'est le Scarabée et le Gladiateur. Donc le Scarabée, vous connaissez, hein, c'est un ennemi assez récurrent de Spider-Man qui a affronté
pour la première fois, enfin sa première apparition dans un épisode de La Torche Humaine, alors je sais plus lequel, mais où il est associé à la chose et où il fout une volée. Ensuite, Spider-Man va avoir affaire au Scarabée. Et Daredevil, de manière récurrente, va l'affronter assez régulièrement. Là, c'est une nouvelle fois le retour avec le Scarabée. L'autre ennemi est un ennemi plus classique de Daredevil, qu'on appelle le Gladiateur. Vous savez, ce méchant avec ses 6 circulaires sur les poignets. Un colosse incroyable, complètement fou et complètement con. Donc, il détourne le train, on sait pas pourquoi. Il rentre dans la gare de cette manière-là, on sait pas pourquoi. Et la suite est simple. La suite, c'est que Daredevil va leur foutre une roustre, une bonne peignée, et au final, ils vont repartir d'où ils venaient, c'est-à-dire en prison, sans savoir pourquoi ils ont fait ça. Donc ça, c'est le seul défaut du récit. Je vais pas vous le cacher. Sur le reste, si vous aimez la bagarre, vous serez pas déçus. Là, on est dedans, on est complètement dedans. Est-ce qu'il a été réédité dernièrement chez Panini? Non, il y a plus bien en arrière dans un best-of Spider-Man édité chez Arodi Artima, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Spider-Man contre la torche. Si vous le retrouvez, cet épisode est dans cet album, donc avec une autre traduction, un autre lettrage, moins saillant parce que Arodi Artima c'était un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, dactylographié. Il devrait ressortir dans l'intégrale dédiée à Daredevil de chez Panini Comics de 1976 si vous n'avez pas ce Strange. Donc soyez un peu patient parce que vous l'aurez cet épisode. Et puis voilà, c'est tout. Un petit one shot, rien de particulier. On passe à l'épisode suivant qui est un épisode d'Iron Man, un épisode plutôt ancien, un épisode classique. Il s'agit d'un Tale of Suspense numéro 58, qui date de 1964 quand même. C'est pas, c'est pas non plus. Dont le titre est Iron Man in Mortal Kombat White Captain America. Tout un programme. Iron Man et Captain America vont se foutre dessus. Mais comment, pourquoi, ça je vais vous l'expliquer après. Scénario Stan Lee, dessinateur Don Heck, encreur Dick Ayer. Voilà, vous avez la triptyque de cet épisode. La couverture est, je crois, de Jack Kirby, de cet Tale of Suspense. L'histoire raconte comment le caméléon, vous savez, le caméléon, ce vilain qui est capable de changer d'apparence, un vilain qui a quand même beaucoup de similitudes avec notre Fantomas. Notre Fantomas du combien d'art? Du 7e art. Donc, savoir, des fois je me pose la question de qui s'inspire de qui. Alors c'est plus dans le caméléon version plus récente, c'est-à-dire dans les années 90-2000, où là je trouve qu'il prend des mimiques de notre ami Fantomas. Je veux bien croire que le Fantomas de Jean Marais, lui, soit inspiré du caméléon d'origine, mais bon. Je veux bien croire, sinon c'est un hasard, un pur hasard, et là, je ne dis rien, je ne dis absolument rien. Après tout, la création ne se nourrit pas par le vide, nous le savons. Donc, le caméléon, qui est un ennemi de Spider-Man à l'origine, va usurper l'identité de Captain America pour foutre un gros bazar. Il a qu'une idée en tête, c'est d'embêter Tony Stark et Iron Man, évidemment. Donc, il va créer la zizanie entre Captain America et Iron Man, ce qui va entraîner une bagarre entre les deux. La bagarre, parce que c'est un peu ça, quand même, dans ce franche, c'est la bagarre. Ils vont se foutre dessus, et va intervenir 2 Avengers, et oui, 2, à savoir Giant Man et la Guêpe, qui vont capturer le vrai caméléon et le livrer aux 2 héros à la fin. Donc voilà, c'est une histoire pareille, c'est une histoire, vous la lisez comme ça. C'est une époque, de toute façon, encore un peu naïve. Donc dans le comics book, dans les années 60, on est à l'époque du Silver Age, où c'est pareil, c'est un épisode qui suffit par lui-même, même si on connaît pas vraiment les protagonistes, mais et même l'antagoniste, mais on comprend assez bien comment chacun fonctionne.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un épisode qui a été réédité chez Panini Comics dans l'intégrale Iron Man 1963-1964. Si vous le cherchez, si vous aimez vraiment les récits rétro de l'âge d'argent. Donc c'est vrai que là, c'est un épisode qui est arrivé à l'époque dans... Il y en a eu deux, hein. Alors je sais plus si c'est dans le 132 et 133 ou le 133 et le 134, mais je sais qu'ils ont mis deux Tale of Suspense d'affilée. Pourquoi? Probablement pour des problèmes de production. Peut-être qu'ils n'avaient pas rapidement les épisodes d'Iron Man, en tout cas les plus récents, assez rapidement. Donc ils se sont trouvés à court et ils se sont dit tiens, on va publier du rétro. Et puis il s'avère qu'en plus c'est des épisodes qui étaient totalement inédits en France, puisque les épisodes de Tale of Suspense n'avaient pas été publiés majoritairement en France, à part ceux qui sont parus dans Special Strange Origin, ou évidemment ces deux épisodes-là. Donc cet épisode-là est celui avec Œil de Faucon, pour ceux qui ne savent pas à quoi je fais référence, l'époque où Œil de Faucon était un vilain. Voilà, donc à découvrir. Ensuite, on enchaîne sur qui est le héros qui a marqué les esprits dans Strange, et où en tout cas qui est arrivé, qui a amené beaucoup de lecteurs, c'est le petit bonhomme que vous voyez là. Alors peut-être que vous le voyez pas très bien, voilà, c'est notre petite pote Spider-Man. D'ailleurs, Strange, il y a bien écrit le journal de Spider-Man. Spider-Man, donc qu'on appelait à l'époque l'araignée ou l'homme araignée. Et oui, on francisait tout en français. Voilà, c'était comme ça. Flash Gordon, c'est Guy Leclerc, hein, sachez-le. Iron Man, c'est Iron Man. C'est pas l'homme de fer. Peut-être à cause de la série télé, je ne sais pas. Daredevil, on comprend pas ce que ça veut dire, donc on dit Daredevil au lieu de Casse-Cou, parce que Casse-Cou, ça fait un peu, voilà. Et voilà, c'était l'araignée à l'époque. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un épisode d'Amazing Spider-Man 180, datant de 1978. Le titre, vous allez faire travailler mon accent anglais, vous le savez ça? Who was that goblin? I saw you white. J'espère que c'était pas mal quand même, hein. Vous me le direz dans les commentaires. Au scénario, Len Wein, un champion de l'époque, dessinateur Ross Andru, c'est la période de Ross Andru, c'est la grande période de Ross Andru, voilà, moi j'ai assez de sympathie, même si j'ai connu Spider-Man un peu avant Ross Andru, je l'ai connu plus époque retour de John Romita, Senior, et puis il y avait du Jill Kane qui se baladait là à cette époque-là, voilà. Mais sinon, après j'ai mangé du Ross Andru, c'est peut-être même, j'ai un peu de mal après avec le dessinateur qui suivra après Ross Andru, en tout cas sur la série de Spider-Man. Je l'ai aimé, cet autre dessinateur que je ne nommerai pas, hein, sachez-le, dans d'autres séries, mais bizarrement pas dans Amazing Spider-Man. C'est comme ça, je peux pas l'expliquer. L'encreur, c'est Mike Esposito. Et là, voilà, quand même, c'est pas trop mal. Bon, c'est quoi là en fait? Ça raconte quoi là? Parce que on voit quand même que le bouffon dans cette couverture magnifique de Jean Frissano a capturé Spider-Man. Bon, ça renvoie un peu à des choses qu'on avait déjà vues dans le passé, période Steve Ditko. Mais bon. C'est quoi? C'est en fait c'est la conclusion d'un arc. Donc si vous avez pas lu les Strange précédents, c'est un peu compliqué. C'est un arc qui était un peu long d'ailleurs, où le bouffon vert fait son énième retour. Et oui, on est bien après la mort de Norman Osborn, donc le fameux épisode avec Gwen Stacy. Donc Harry Osborn était déjà revenu en tant que bouffon vert, il est de retour. Le souci, c'est, est-ce que c'est bien Harry Osborn qui se trouve sous le masque du bouffon vert? Ça... Alors, je sais que certains d'entre vous sont en train de se refaire tous les intégrales d'Amazing Spider-Man, donc je ne vais pas spoiler l'identité de ce bouffon vert, mais pas du tout.
ça gâcherait un peu le suspense et la surprise. Mais sachez qu'on va se retrouver avec 2 bouffons verts qui vont se foutre sur la tronche. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et enfin, cet épisode se termine avec le mot fin. Voilà, c'est la conclusion d'un arc. Un peu long, moi que j'ai trouvé un peu long à l'époque, mais plutôt sympathique, voilà, plutôt sympathique. Vous pouvez retrouver cet arc et cet épisode dans cette intégrale. D'ailleurs, vous pouvez voir le bouffon vert, Silverman et notre copain Spider-Man. Donc c'est l'intégrale Amazing Spider-Man 1978. Voilà, si vous voulez savoir où est cet épisode et tout cet arc. Je crois qu'il y a tout l'arc. Je vais pas vous dire de bêtises. Je vais recontrôler très très rapidement, mais il me semble que oui. Oui, très bien. Très bien. Parfait. Il y a tout l'arc. Donc, vous voyez, si vous le cherchez, il est là-dedans. On arrive au 4e épisode de Strange. Oui, parce qu'il y avait 4 séries. Alors 4, faut savoir que le 133 a une particularité. Il est, parce que si vous prenez le 132 et ceux d'avant, il y avait 2 épisodes d'Amazing Spider-Man jusqu'à présent. Et là, ils ont décidé, ils ont rattrapé, si vous voulez, le retard sur la série, puisque apparemment Amazing Spider-Man avait beaucoup de retard, donc ils ont rattrapé en mettant 2 épisodes. Suite, je crois, à l'arrêt de Captain Marvel et des Éternels, de la série des Éternels, où ils n'ont pas été au bout pour des raisons de censure ou autocensure, hein, interprétez comme vous voulez. Donc du coup, ils ont carrément mis 2 épisodes de Spider-Man pendant un sacré moment. Et puis, enfin arrive le 133 où une nouvelle série va être introduite. Une série pas comme les autres. Je pense que... Et en plus, une série qui est devenue complètement culte. C'est pour ça que c'est assez finalement intéressant de commencer par ce Strange, puisqu'il s'agit de Rome. Rome, le chevalier de l'espace. C'est une marque de jouets. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous renvoie à aller voir le bref de comics où je parle de la série. Rome, que je peux vous faire voir très rapidement ici. Ça c'est le numéro 1, parce que je fais la collection des Roms en version originale. J'en ai beaucoup. On en parlera un jour. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va introduire cette série. La particularité de cette série, comme celle qui concerne les Micronautes, comme aussi les Transformers, c'est des licences de jouets en fait à l'origine. Et ils ont signé un contrat avec Marvel Comics pour que Marvel édite une bande dessinée afin de promouvoir le jouet. Et Rome rentre dans ce contexte, donc dans un contrat un peu compliqué. C'est pour ça que malheureusement, à moins d'un truc assez improbable ou incroyable, je ne pense qu'on ne verra jamais de film sur Rome. Et puis, très sincèrement, si on devait en faire un, j'aimerais un film très horrifique, vraiment, et que on arrive à reproduire ce que ce premier épisode a réussi à faire dès le début, et qui est assez surprenant. On va y venir, parce que je vais m'étaler un peu plus sur cette série, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Rome, la série commence en 1979. Le titre de cet épisode s'appelle Arrival, avec un point d'exclamation. Le scénariste, c'est Bill Mantlo. Le dessinateur, Sal Buscema. Et l'encreur, devinez qui? Mike Esposito. Et encore une fois, ça fait 2 fois lui. L'histoire raconte l'arrivée plutôt violente d'un cyborg extraterrestre dans la petite ville de Clairton. Alors il arrive comme un météore, il explose, il sort des flammes, on voit une machine incroyable. Ça pourrait faire penser même à certains plans de Terminator de James Cameron. Il sort des flammes et il va rencontrer, comment s'appelle-t-elle déjà, Brandy Clark sur la route qui fait une embardée avec sa voiture. Il sort carrément de la route. La machine récupère la voiture, le cyborg récupère la voiture, il la remet sur la route. Blam.
Brandy sort, et là, il sort un appareil un peu particulier qui lui balance un rayon dessus, et puis plus rien. Elle croit mourir, mais en fait, rien du tout. Et le cyborg décolle et atterrit en plein cœur de la ville de Clarton. Là, il y a un monde de fous. Il y a des gens qui sont en train de se promener à droite à gauche, et il se passe un truc assez de dingue, assez horrifique, qui nous renvoie à plein de vieux films des années 50-60, où Rome sort un nouvel appareil et bombarde de son rayon rouge à peu près toute la ville, et sort une arme et commence à dézinguer à tour de bras des habitants de Clarton, quoi. Et là, ça devient complètement fou, quoi. Complètement fou. Évidemment, Clarton va faire appel à l'armée, au Shield, tous les services secrets pour stopper ce cyborg. Et Brandy Clark va tomber une nouvelle fois sur Rome, le cyborg. Et là, Rome va réussir à traduire ses paroles à Brandy. Et va lui faire une révélation totalement horrifique. Bon, je vous en dis pas plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que cette série est culte, complètement culte pour les fans de Strange, qu'un omnibus va sortir, alors devait sortir cette année, mais sortira l'année prochaine, je crois en mars ou en février, je ne sais plus, au même titre que les Micronautes d'ailleurs. Moi je le conseille. Vraiment, c'est du très très bon classique, surtout que le tandem Bill Mantlo, Sal Buscema va rester un bon moment sur la série. On en reparlera probablement dans un autre rétro Strange, mais que la série s'est arrêtée d'un coup, qu'on attendait la suite, parce que voilà. Et que cette série, je dois dire, moi j'ai refeuilleté, parce que j'ai la chance d'avoir l'original, le facsimilé, et j'ai comparé avec le Strange, et j'ai découvert qu'il n'y a aucune retouche. Aucun sur cet épisode numéro 1, aucune censure ou autocensure. Et pourtant, les images sont particulièrement violentes, notamment les scènes de désintégration. Bon, on apprendra plus tard qu'ils sont pas totalement morts, parce qu'il y a une astuce pour que ça s'adresse à tout public, mais quand même, les images sont particulièrement violentes. Tant mieux, hein, je vais vous dire très sincèrement, mais ça a eu un impact visuel sur nous, tout jeunes, et moi, cette série, au début, je la regardais un peu de travers, et puis plus je rentrais dedans, et puis j'étais accro, comme la plupart des gamins qu'on était, j'étais devenu complètement fou de la série Rome, voilà. Donc, je vous invite à vraiment découvrir ces épisodes, et vraiment à prendre cet omnibus. C'est vrai que ça a un coût, les omnibus sont chers, je devrais pas vous dire ça, mais si vous avez un peu d'argent, si ça vous intéresse, franchement, c'est un investissement qui vaut le coup. J'en fais la pub, parce que des séries aussi marquantes que celle de Rome, dans Strange, il y en a eu, je veux dire, mais celle-là a vraiment marqué, je pense. Et voilà. Et puis, on a quasiment fini, là. J'ai parlé des 4 épisodes, vous voulez quoi? Vous voulez que je parle aussi des dossiers? Des dossiers scientifiques. Bon, est-ce que je dois parler de ça? Le bout du fil avec Daredevil. Il y a toujours un petit jeu pour les enfants. Nous avons des chapitres assez intéressants sur l'histoire du progrès humain. Plus haut encore, donc tout un article scientifique sur la science humaine, les sciences scientifiques, et là on démarre sur des avions, des choses assez étonnantes, je vais pas vous le cacher, des ballons sondes. On est à une époque où la durée de l'âge actif augmente. On était en 80, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais bien qu'on fasse cette étude en 2024. Je suis certain qu'on n'arriverait pas au même résultat, mais bon. L'empire des robots. Et ouais, allez hop, on est dans l'univers d'Asimov. Tout un article sur le sujet, la vie intense des robots, la révolution des machines. Ouah,
Bon, bah là, on va se contenter de l'intelligence artificielle en 2024. Et tout un reportage, si ça vous intéresse, sur les diamants. Voilà, les diamants, c'est bien. Les diamants, ça coupe le verre, c'est passionnant. Voilà. Et puis deux, trois petites bricoles, un peu d'autopub, sur le spécial Strange Origin, qui était, je sais plus si c'était le numéro 1 ou le numéro 2, celui-là, avec Hulk et Spider-Man. Vous me le mettrez dans les commentaires. Oui, je crois que c'était celui-là, le numéro 1. C'était celui-là. Tout un truc sur les numéros sortis. Le bon de commande. Qui n'a pas commandé dans Strange? Qui? Je suis désolé, mais moi j'ai commandé, je peux vous le dire. J'ai commandé des albums des 4 Fantastiques et des albums de... Je crois que c'était les 2 premiers albums des X-Men que j'avais commandé aussi. Oui, des bons souvenirs. Mais on peut pas se quitter comme ça sans parler... sans lire le courrier des lecteurs. Eh oui, on va lire le courrier des lecteurs que nous avons là, que vous pouvez voir ici. Alors, qu'est-ce que ça raconte le courrier des lecteurs? Eh ben, on va lire tout ça. Et les réponses des éditions Lug à l'époque. Donc, un courrier de Jérôme C. Je nommerai pas le nom, peut-être qu'il se reconnaîtra, ce charmant jeune homme qui a écrit un jour une lettre à Strange. Donc, on va lire sa lettre. Ou l'extrait, parce que je sais pas trop s'il mettait toutes les lettres à l'époque. J'ai le sentiment que c'était ou des extraits ou des condensés. Vous savez, peut-être que c'était même eux qui écrivaient. Des fois, je me méfie de ça aussi, parce que j'ai une très bonne amie qui travaille pour un journal et qui me racontait qu'elle faisait le courrier des lecteurs. Donc bon, je la connais, la combine. Bon, on va lire ce que Jérôme C. a écrit. Cela m'étonne que vous vous prétendiez, ou que l'on vous proclame, entre parenthèses, être une BD de science-fiction. Car la science-fiction ne s'impose pas de limites. Oui, il est critique, là, Jérôme. Il est un peu... tel que votre manichéisme obstiné. Oh là, c'est quelqu'un qui aime pas les histoires entre le bien et le mal. Ceci dit, plus tard, on gommera ça, mais... Car oui, il faut bien le dire, toutes vos histoires sont fondées sur le même principe, d'un côté les bons, de l'autre les méchants. De toute façon, je pense que ces BD que vous produisez ne sont pas évolutives, car après tout, il n'y a guère de différence entre votre BD et une BD comme Prince Vaillant, par exemple. Et entre parenthèses, il met « et qui est plutôt vieille ». Oh, le salopard, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Excepté les lieux, les personnages et les pouvoirs, mais ces différences ne constituent qu'une façade. Car à part celle-ci, on retrouve toujours le conflit opposant les bons et les méchants. C'est pas faux, faut dire que ça se tient. Pour conclure, je pense que la BD de l'avenir est celle qui saura se débarrasser de tout manichéisme. Celle qui représentera autre chose qu'un combat perpétuel entre les forces du bien et les forces du mal. Eh bien, mon petit Jérôme, tu as gagné, puisqu'en 2024, on est un peu plus sur des récits adultes et un peu moins manichéens, même si le manichéisme est persistant dans beaucoup de récits encore aujourd'hui. Alors, la réponse des éditions Lux, c'est quoi, c'est qui? Il est vrai que l'on peut presque toujours ramener les aventures en BD à une lutte entre le bien et le mal. Il existe cependant des personnages plus complexes. Comme qui, par exemple? L'incroyable Hulk et l'homme taupe. C'est pas faux. Faut reconnaître que là, c'est pas faux. Et puis il y en a d'autres. Je me rappelle, moi, la licorne, c'est compliqué, ce personnage. Enfin bref. Par exemple, sont-ils méchants ou bons? Dans les histoires de Marvel, il arrive souvent que les super-vilains soient aussi des victimes et que les super-héros se trompent. Ça... Avouez aussi que si, entre deux histoires, les personnages, les lieux et les pouvoirs ne sont pas les mêmes, cela fait déjà beaucoup de différence. Vous dites ce que la BD ne doit pas être, mais vous ne définissez pas ce qu'elle doit être. Si, il le dit un peu, vous êtes un peu de mauvaise foi là. Il a dit moins manichéen. Alors évidemment, certains personnages, je me croirais dans apostrophe là, certains personnages sont effectivement pas trop moins manichéens. Effectivement, l'homme taupe, l'incroyable Hulk, et on pourrait citer plus tard Magneto. Mais oui, mais
On est quand même en 81, et on est quand même sur des épisodes pour la plupart des années 70, fin 70. Ça restait quand même plutôt et encore assez manichéen, même s'il y a quelques exceptions. On passe au courrier suivant. Un courrier de Joël W. Je ne dis jamais les noms. De Haguenau. Eh ben allons-y, qu'est-ce qu'il dit notre petit Joël ? Bien que je sois un fervent lecteur de la plupart des publications de Lug, et en particulier de Strange, je suis bien forcé de constater que depuis 2 ou 3 ans, les choses ne sont plus les mêmes. Les histoires n'ont plus autant de punch. Nos héros ne trouvent presque plus d'adversaires à leur mesure, qu'ils soient de la dimension d'un fataliste par exemple. Les histoires commencent à trop se baser sur l'actualité et de ce fait perdre l'impression de vraisemblance qu'elles suscitaient auparavant. Alors là, il va falloir qu'il m'explique ce qu'il a voulu dire, parce que comment tu veux être vraisemblant si tu n'es pas proche de l'actualité ? C'est un peu contradictoire. Mais enfin bon, passons. Entre parenthèses, ce qui fait pourtant le charme d'histoires comme celle de l'araignée. On l'appelait l'araignée. Ceci ne fait que confirmer que plus un genre de BD rapporte, plus on l'exploite. Et lui, il n'a pas connu la fin des années 80. Je sais pas à quel moment il s'est arrêté dans Strange, mais franchement, je dois reconnaître que plus on s'est approché des années 90, plus ça y a été. Des séries sur Spider-Man, des séries sur les X-Men, par exemple. Là, il y a eu de l'exploitation. Qu'est-ce qu'on a donc comme info ? Et voilà où se situe le problème du côté des éditions Lug, Marvel et surtout Strange ayant été des réussites. Vous en avez profité pour éditer Titan, spécial Strange et Nova qui reste d'un bon niveau, bien que moins brillante dans l'ensemble que les deux premières. Malgré ces quelques points noirs, je vous félicite à nouveau pour vos adaptations des revues du MCG. Strange, le fleuron de vos publications, demeure une réussite. Actuellement, l'intérêt des histoires de l'araignée, le style, particulièrement de Bob Brown pour Daredevil, et surtout l'excellent graphisme de John Romita Jr., qui donne une nouvelle dimension à Iron Man. Dis donc, permettent à Strange de continuer dans la bonne voie où il s'était établi. J'espère qu'il en sera ainsi encore longtemps. Réponse des éditions Lug. Certains nous reprochent de ne pas publier tout Marvel, et vous d'en faire trop. Vous rendez-vous compte de l'œuvre immense que constituent 200 épisodes d'une histoire ? Comment voulez-vous que les scénaristes ne s'essoufflent pas et qu'il n'y ait pas de variation dans la qualité ? Ils passent la main à d'autres parfois moins valables, ou qui donnent une orientation différente selon leur propre personnalité. Nous essayons, dans la mesure du possible, de sélectionner les histoires, mais quand le matériel devient rare, nous ne pouvons nous permettre d'être trop difficiles. Si nous voulons alimenter nos titres, vous regretterez les premiers épisodes. Et quand nous les rééditons en album, certains sont déçus et trouvent que le dessin laisse à désirer. Alors, il n'est jamais content le client. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je peux vous dire que à l'époque, Strange, ça coûtait 5 francs. Je sais, ça va énerver tout le monde. Un jour, je vous ferai un cours sur l'inflation avec des Strange. Et vous allez voir que en 14 ans, le prix du Strange, il a augmenté de 360%. Ça, je peux vous le faire sous tous les angles. 5 francs, et oui, c'était le prix à l'époque. Et voilà, c'est la fin. Il y a quand même des interrogations intéressantes, des sujets passionnants dans le courrier des lecteurs, des nouveaux débats à faire. J'espère en tout cas, mes amis, que cette formule vous a plu. On renouvelle en fonction du succès. Et puis, je vous dis à bientôt pour un Rétro Strange ou pour un autre format, qui sait. Je vous embrasse tous et je vous dis, n'oubliez pas, le Parigot, faut mieux l'avoir sur YouTube.